Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Nous parlons ce soir d'une réforme historique et majeure pour les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est la toute première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'une loi consacrée exclusivement aux préoccupations de la jeunesse vient d'être adoptée, en cohérence parfaite avec l'année de la jeunesse. La loi d'orientation relative à la jeunesse apporte une réponse institutionnelle et légale au développement et à l'autonomisation de la jeunesse et renforce le cadre juridique également. Pourquoi cette loi d'orientation ? Pourquoi une réforme du dispositif juridique institutionnel du secteur de la jeunesse? Quelles sont les principales innovations drainées par cette loi? Et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage signé Ouattara Seydou et nous recevons sur notre plateau notre invité principal. Une loi consacrée exclusivement aux préoccupations de la jeunesse est adoptée. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cela en cohérence avec l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le projet de loi relatif à la jeunesse dispose en son article 6 que le gouvernement s'assure de la conduite d'une analyse systématique des impacts des politiques publiques, stratégies et programmes sectoriels, ainsi que des projets de loi ou des tests réglementaires sur la jeunesse. En disposant ainsi, ce projet de loi institue une clause d'impact jeunesse. Mais quels sont les objectifs et les implications de cette clause ? Nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous pour cette importante communication en ce qui concerne cette nouvelle loi. Alors, la clause d'impact jeunesse, quels en sont les enjeux? C'est un peu ce contenu que nous avons pour aujourd'hui. Alors, quelle est l'opportunité d'adopter cette loi d'orientation? D'abord, c'est l'année de la jeunesse et au-delà des actions menées par le gouvernement, il y a une série de réformes impulsées par le gouvernement. Et la loi de la jeunesse, la loi d'orientation sur la jeunesse fait partie des réformes majeures de cette année de la jeunesse. Vous savez, nous avons un ordre juridique dans notre pays. Les questions de jeunesse sont traitées dans plusieurs textes. Que ce soit des lois, des décrets, etc. Mais il n'y avait pas un texte unique qui reprenait toutes ces dispositions. La Constitution consacre un certain nombre de principes, notamment le renforcement des droits et des devoirs des jeunes et la création de conditions favorables à leur épanouissement économique et social. Et donc, en application de la Constitution, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a estimé qu'il était nécessaire d'avoir une loi d'orientation qui réaffirmait encore un peu plus ces mêmes principes de protection des droits et des devoirs des jeunes, droit à la formation, droit à des activités économiques, à un emploi, protection des jeunes contre toutes sortes d'exploitation. Mais cette loi d'orientation consacre aussi des changements majeurs dans l'encadrement des jeunes dans notre pays. Donc voilà un peu le contexte. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que les lois, il y a des lois qui existaient, mais elles n'étaient pas effectives ou Non, c'est pas qu'elles n'étaient pas toutes effectives. L'idée c'était nous avions des lois qui existaient, mais qui étaient un peu éparpillées. Vous avez aussi des initiatives en faveur des jeunes un peu éparpillées. L'idée, c'est d'avoir une cohérence, que ce soit en termes de loi ou en termes d'initiative. D'ailleurs, vous aurez observé que pour le programme jeune du gouvernement adopté à l'occasion de l'année de la jeunesse, c'est la contribution de 21 ministères sectoriels. Donc aujourd'hui, on a un document unique qui reprend en son sein toutes les initiatives, tant au niveau gouvernemental que des différents partenaires qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire, mais qui adressent une seule cible, la jeunesse. Donc avoir un cadre cohérent dans nos interventions pour les jeunes. Eh bien, la loi règle aussi ce problème au niveau de l'éparpillement des textes qui touchaient la jeunesse. D'accord. Alors, que veut dire concrètement la loi d'orientation? Alors, c'est comme un gros lexique avec de grands axes à dérouler? Mais si vous interprétez littéralement, la loi d'orientation, c'est la loi qui oriente.
Et donc, une loi d'orientation est une loi, en dessous de la Constitution, mais au-dessus des décrets et autres, qui réaffirme la vision, une vision, là où on veut aller, donc sur un sujet donné. Et là, il s'agit donc des jeunes, sur différentes problématiques qui les touchent, santé, éducation, épanouissement économique, le rôle des associations, etc. Donc la loi d'orientation pose les bases. Bien évidemment, après cette loi, d'autres textes d'application vont suivre pour spécifier les actions pour chacun des sujets abordés dans la loi d'orientation. D'accord. Alors, quelles sont les principales innovations que l'on pourrait résumer ce soir sur ce plateau, ce qui concerne cette nouvelle loi? Alors, pêle-mêle, sans que ça ne soit forcément dans un ordre, vous avez la clause impact jeunesse, qui est une innovation importante. Ça veut dire qu'aucune politique publique, aucune action ne sera menée sans qu'on ne s'assure que cette action a un impact positif sur les jeunes. Ça veut dire qu'il y aura des études, il y aura des analyses pour mesurer l'impact de chaque initiative, de chaque réforme sur la jeunesse. Donc ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec l'appui du Bureau international du travail sur une clause emploi aussi qui permettra dans tous les projets d'investissement qui se feront dans notre pays de s'assurer que ces projets d'investissement intègrent la dimension emploi des jeunes. Donc la clause impact jeune englobe tout ça. Donc c'est une innovation majeure. Aucune politique publique ne pourra être mise en œuvre sans qu'on ne s'assure que cette politique publique a un impact réel positif sur les jeunes. Ça existe au Canada, ça existe en France, donc ça existe dans des pays développés. Et c'est une grande évolution dans le combat pour l'évolution de la cause des jeunes dans notre pays. Vous avez aussi la loi sur les associations. Vous savez qu'on est confronté aujourd'hui à une multitude d'associations qui existent, mais cette loi réaffirme la liberté d'association au niveau des jeunes. Mais cette loi fait obligation aux jeunes d'œuvrer dans le sens de la cohésion sociale, de la paix et de la préservation de l'environnement pour tenir compte de l'évolution actuelle de notre monde. Ça veut dire que les jeunes n'ont pas que des droits, mais ils ont aussi des devoirs qui sont clairement définis par cette loi vis-à-vis de leur pays. Vous avez aussi le statut de l'encadreur qui règle aussi un problème. On est jeune, entre 15 et 35 ans selon la charte africaine de la jeunesse. Et cette charte a été ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2009. Normalement, ne peuvent être à la tête d'organisations de jeunesse que les personnes qui ont 35 ans. Or, vous savez qu'il s'avère que dans la plupart de nos régions, nos villes à l'intérieur du pays, nos villages, les présidents des jeunes ont souvent plus de 35 ans. 40, 45, 50, voire 60 ans. Mais ce sont quand même des personnes qui jouent un rôle important dans leur communauté. Ce sont des personnes qui ont une influence certaine sur la communauté de jeunes dans leur communauté. Mais ces personnes ne remplissent plus les conditions pour être jeunes. Vous avez déjà des associations qui œuvrent dans le cadre de l'encadrement des jeunes. Je parle de l'association Léo Lagrange, etc. Nous avons voulu l'étendre à des personnes physiques. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes dans les villages, dans les sous-préfectures, qui sont d'un certain âge et qui ne remplissent plus les conditions pour être présidents des jeunes, mais qui n'en sont pas moins influentes sur l'organisation des jeunes, auront le statut d'encadreur de la jeunesse et laisseront donc la place du président des jeunes à des vrais jeunes qui ont 35 ans tout au plus et qui vont animer leurs associations dans leur village ou dans leur communauté. D'accord. Alors, c'est pour ne pas mettre de côté ces personnes-là qui ont passé l'âge, la fourchette de jeunesse, mais que les jeunes respectent. Donc, c'est bien pour cela que ces personnes-là On règle un problème, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont plus de 35 ans, qui sont des présidents de jeunes, mais qui n'ont pas le droit d'être présidents de jeunes, mais qui ont quand même une influence certaine sur les jeunes. Ils auront le statut d'encadreur de la jeunesse, mais ne seront présidents de jeunes que les personnes qui ont 35 ans ou plus. Et cette loi aussi, l'un des axes importants, c'est la formation et l'emploi. C'est le fait d'avoir lié les problématiques de formation et emploi. Cette loi associe donc les deux thèmes ou les deux sujets importants. Elle réaffirme donc
la nécessité pour donc, le gouvernement et les pouvoirs publics de mettre en place des politiques volontaristes en matière de formation et d'emploi des jeunes. Et enfin, cette loi fait obligation à l'État et aux collectivités territoriales, notamment les communes, les régions, à créer l'environnement nécessaire et à mettre en place toutes les structures ou infrastructures socio-éducatives pour les jeunes, donc à l'échelle des territoires. Ça veut dire quoi très concrètement? Maintenant que ce principe est consacré dans une loi, aucune collectivité territoriale ne pourra se dérober. Elles ont l'obligation, donc dans leur plan triennal, de prévoir dans leur commune des infrastructures socio-éducatives nécessaires à l'épanouissement donc des jeunes à l'échelle de leur région ou de leur commune. D'accord. On pense notamment, on voit dans les quartiers qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de se défouler, qui ont besoin d'espace de jeu. Donc aujourd'hui, ce sera une obligation pour toutes ces communes. Oui, parce que quand vous prenez le programme Jeunes du gouvernement, avec ces 3 axes, le 3e axe est consacré à l'épanouissement et au bien-être des jeunes. Les jeunes ne peuvent s'épanouir véritablement que s'ils ont des infrastructures adaptées à leur épanouissement. Et donc la loi fait obligation à l'État et aux collectivités territoriales à l'effet donc de créer ces cadres-là pour permettre à notre jeunesse donc, de s'épanouir positivement. D'accord. Alors, on comprend bien que les jeunes sont intégrés dans le processus. Est-ce que les jeunes également ont la capacité de donner leur point de vue des instances de décision? Bien sûr. La loi consacre aussi le principe de la participation des jeunes au processus de prise de décision. Et la loi va plus loin. Elle garantit donc une meilleure représentation des jeunes dans les assemblées élues. Vous savez, en la matière, quand vous prenez aujourd'hui la composition des conseils régionaux, la composition des conseils municipaux, ou même la représentation à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous avez très peu de jeunes représentés. Nous avons essayé de regarder. Il n'y a pas un seul jeune de moins de 35 ans aujourd'hui au Sénat. Il y a un seul jeune de moins de 35 ans à l'Assemblée nationale. Dans certaines régions de notre pays, vous avez 0 jeune qui ont moins de 35 ans. Dans certains conseils municipaux. Donc cette loi, un peu comme ce qui a été pour les femmes, où on allait jusqu'à fixer un quota pour la participation donc, des femmes aux assemblées élues, cette loi réaffirme avec force donc, la nécessité, le principe donc, de garantir une meilleure représentation des jeunes au sein des assemblées élues. Bien évidemment, les textes qui vont suivre, notamment les décrets d'application, diront comment cela doit être organisé. Vous savez, dans certains pays aujourd'hui, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, vous avez des lois qui donnent un quota donc, aux jeunes dans les assemblées élues, assemblée nationale, etc. Alors, à court terme et à moyen terme, quel est l'impact que l'on peut espérer? D'abord, il était important que sur toutes ces questions pour lesquelles des jeunes se battent depuis de nombreuses années, que la loi d'orientation vienne donc réaffirmer donc la volonté du chef de l'État à faire évoluer la question de jeunesse dans notre pays. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Après donc la promulgation de la loi qui a été adoptée par le Sénat, vont suivre les décrets d'application. Et donc ces décrets prendront segment par segment tous les principes affirmés donc dans cette loi et donneront un contenu concret sur la participation des jeunes aux assemblées élues. Comment cela va s'organiser? Est-ce qu'il faut un quota de jeunes? Comment est-ce que cela va se faire? La sélection des jeunes. Une meilleure implication des jeunes dans le processus de prise de décision. Comment est-ce que cela va se faire? Garantir l'épanouissement économique et social des jeunes. On a déjà beaucoup d'initiatives au niveau gouvernemental qui sont prises. Mais très concrètement, quels sont les textes, décrets qui viendront renforcer donc, ce dispositif. Donc voilà un peu donc, la prochaine étape après l'adoption de la loi, c'est la prise donc, de décrets ou d'arrêtés d'application donc, de cette loi. Comment être persuadé de l'engouement de la jeunesse pour ces différentes réformes et comment comptez-vous appliquer et que ce soit vraiment effectif? Mais parce que les jeunes eux-mêmes ont été demandeurs. Moi, je sais que depuis plusieurs années, de nombreux jeunes, de nombreuses associations ont fait des plaidoyers sur ces sujets. Vous pouvez les interroger. Je pense que c'est une évolution positive. D'ailleurs, au cours de l'élaboration du programme Jeunes du gouvernement au mois de février, pour donner du contenu à l'année de la jeunesse, des jeunes avaient préconisé donc, la prise de dispositions consacrant
consacrera le renforcement de leurs droits et les aidants donc, dans les initiatives qu'ils veulent prendre en termes d'association. Eh bien, cette loi vient régler cette question. Donc, cette loi est l'application aussi de cette volonté affichée, affirmée des jeunes de voir leur situation évoluer en tant qu'individu ou en tant qu'association. On a le sentiment, vous allez me dire si on a raison, que toutes ces réformes-là vont contribuer à sensibiliser, à responsabiliser la jeunesse également? Mais le président, je peux dire que c'est un président réformateur, puisque que ce soit sur les questions de femmes, avec toutes les lois qui ont été prises aujourd'hui, avec les résultats probants que nous avons, aujourd'hui sur les questions de jeunesse, puisqu'à la faveur de l'année de la jeunesse, on a eu une loi sur les start-up, on a eu une loi sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, on a aujourd'hui une loi d'orientation qui est plus globale sur les questions de jeunesse, on a des arrêtés qui ont été pris pour le statut de l'étudiant entrepreneur. Je viens même de finir une cérémonie à mon collège d'enseignement supérieur. Donc il y a une série de réformes qui ont été prises pour justement garantir aux jeunes la possibilité, en tout cas pour les plus entrepreneurs d'entre eux, de s'épanouir dans un environnement sécurisé. Il revient maintenant aux jeunes donc de saisir l'opportunité de toutes ces lois pour avancer, pour prendre des initiatives, mais en s'adossant aujourd'hui à des lois, à des textes qui les protègent. Alors, quand on parle d'une loi pour les jeunes, on a tout de suite envie de l'associer à la résorption du chômage. Dans quelle proportion est-ce que cette loi peut, de manière immédiate, commencer déjà à régler ce problème-là? Oui, parce que quand vous prenez la loi, je l'ai dit tantôt, la loi réaffirme donc l'obligation pour l'État de créer tout l'environnement nécessaire à une autonomisation des jeunes, que ce soit sur le plan économique que le plan social. Et cette loi pose le problème de la problématique de la rationalisation des interventions dans des différentes structures de l'État ou des structures non étatiques. Ça veut dire quoi? On l'a réglé en partie avec le PGGO. Vous avez une multitude d'acteurs qui agissent, avec souvent des impacts directs ou indirects sur les jeunes, que ce soit sur la question de leur employabilité, de leur formation, etc. La loi demande la création d'un cadre, non seulement de concertation, mais d'un cadre qui vient rationaliser toutes ces interventions pour avoir plus d'efficacité. Déjà, dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement, le comité interministériel jeunesse a été créé sur les questions présidé par le Premier ministre, et autour de qui se trouvent tous les ministères sectoriels qui travaillent sur les questions de jeunesse, le secteur privé, qui joue un rôle central dans la création des richesses et d'emplois, les partenaires au développement, justement pour qu'autour de la table, tous les trimestres, nous puissions donc échanger sur toutes ces initiatives, la mise en cohérence de ces initiatives, et cela sous l'arbitrage donc du Premier ministre. D'accord. Alors, genre et équité, ce sont forcément des aspects dont vous avez tenu compte, et comment vous comptez déployer cela? À partir du moment où cette loi dit qu'aucun jeune en Côte d'Ivoire, parce que ça aussi c'est important, ne doit être discriminé à cause de son appartenance religieuse, son appartenance sociale ou discriminé par rapport donc à son sexe, cela règle, en tout cas du point de vue loi, du point de vue texte, ce problème. Donc aucun jeune, la loi réaffirme, ne peut être discriminé à cause de son sexe, de son appartenance religieuse, etc. Maintenant, vous avez beaucoup de lois qui existent, des décrets qui donnent un peu plus de contenu à la situation, par exemple, des jeunes filles. Mais la loi vient réaffirmer, en tout cas, qu'aucun jeune en Côte d'Ivoire ne peut être discriminé parce qu'il est homme ou femme. Voilà. D'accord. Alors, il y a des fléaux comme le djihadisme, par exemple, comme également le broutage, comme les pratiques occultes, etc., qui malheureusement sont à la portée de la jeunesse. Est-ce que vous intégrez une stratégie pour les en éloigner? Oui, alors, tout ce que nous faisons aujourd'hui, et plus précisément dans le cadre donc, du programme Jeunes du gouvernement pour cette année, et même toutes les stratégies antérieures, visent essentiellement donc à sortir certains jeunes, parce que ce n'est pas tous les jeunes qui sont en proie à ces fléaux, Bien sûr. Dieu merci,
Mais la minorité qui emploie ce fléau, c'est donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour le sortir de là. Vous savez par exemple que nous avons aujourd'hui un dispositif national de service civique où nous accueillons des jeunes addicts à la drogue, à l'alcool, et qui au bout de 9 mois sont totalement transformés. Et vous voyez tous les investissements qui sont faits aujourd'hui dans la zone frontalière avec les pays en proie et le terrorisme. En 2022, 23 000 jeunes ont pu bénéficier de ces programmes. En 2023, ce sera 30 000 jeunes qui ont bénéficié de ces programmes pour les sortir de l'extrême vulnérabilité et faire en sorte qu'ils ne soient pas sensibles au discours donc de ceux qu'on peut appeler djihadistes ou extrémistes religieux, etc. Et donc, oui, il y a des initiatives, il y a une stratégie qui est, bien évidemment, il y a la répression, puisqu'avec le ministère de l'Intérieur, tous ces réseaux de drogue, etc., sont démantelés, les fumoirs, à l'occasion d'opérations dites éperviers. Donc, il y a des initiatives qui sont prises. La sensibilisation aussi apparaît extrêmement importante. Pour cette année de la jeunesse, l'objectif avec tous les partenaires UNICEF, UNFPA, et différents départements ministériels était de sensibiliser 6 millions de jeunes contre ces fléaux. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 4 millions de jeunes qui ont pu être sensibilisés contre ces fléaux. Donc, sensibilisation, action pour sortir donc, les jeunes de la précarité, donc, à travers donc, des activités, des formations, et puis répression pour les réseaux, des filières donc, qui entretiennent ces fléaux. D'accord. Année de la jeunesse, on y est toujours, on est aux portes de la fin de l'année de la jeunesse. Beaucoup d'actions entreprises et en exécution. Si on devait vous demander, quasiment en fin de parcours de cette année-là, quel est votre bilan de manière sommaire et puis quelles sont les projections 2024, parce qu'on a presque envie que cette année ne se termine pas. Non, on n'est pas en fin de parcours. Je voulais rappeler quand même le processus pour que... vous savez, le 31 décembre, le chef de l'État a décrété 2023 année de la jeunesse. Dès le mois de février, mars, le gouvernement a travaillé pour sortir un programme. Et tout de suite, le gouvernement a étendu ce programme sur la période de 3 ans, 2023-2025. Donc ça s'appelle le programme Jeunes du gouvernement 2023-2025 et il a été adopté fin mars par le gouvernement. Et ce programme adopté par le gouvernement qui consacre l'année de la jeunesse et donc l'amplification de toutes les initiatives en faveur des jeunes court sur une période de 3 ans avec pour objectif d'atteindre 1 500 000 jeunes impactés à l'horizon 2025, avec près de 1 118 milliards de francs CFA que le gouvernement compte mobiliser, soit sur ses ressources propres ou auprès donc, des partenaires. Et donc rassurer les uns et les autres que le programme Jeunes du gouvernement, qui consacre la mise en œuvre de l'année de la jeunesse, ce programme se poursuit jusqu'en 2025. Mais ceci étant, il faut faire des bilans. Et l'une des instructions du chef de l'État était d'avoir un bilan tous les 3 mois. Nous avons le bilan au 30 septembre qui permet de faire ressortir quelques grands chiffres. Hein. Vous avez 14 établissements d'enseignement technique formation professionnelle qui sont soit en cours de réhabilitation ou en cours de construction. Nous avons établi donc, ce document qui sera public dès demain et que tous les citoyens pourraient consulter. Vous verrez par exemple que pour les établissements en construction ou à Boutro, donc Diabo, à Bobo, Epempe, à Gbéligban, à Kong, à Korogo, à Yamsokro, des établissements sont en cours de construction. Pour les établissements à réhabiliter, vous avez Adzopé, Boaké, Cocodiaï, les 2 lycées techniques, Yopougon, 2 lycées techniques et Jacquesville. Vous avez aussi près de 309 000 jeunes qui ont bénéficié des différents programmes. Près de 111 000 jeunes qui ont bénéficié de bourses et de secours financiers. 57 287 jeunes qui ont bénéficié de formations à visée d'insertion, 97 977 jeunes insérés dans le milieu professionnel. Vous avez plus de 400 000 jeunes, dont exactement 442 152 jeunes qui ont bénéficié donc, du processus d'obtention d'une carte nationale. Parce que, madame, beaucoup de jeunes se retrouvent exclus de tout ça, surtout en milieu rural, parce qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Parce que pour accéder à tous ces programmes de formation, pour accéder au programme d'insertion professionnelle, il faut justifier son identité, il faut justifier sa nationalité ivoirienne. Et donc, nous visons 1 million de jeunes en tout, mais déjà, selon les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, plus de 400 000 ont pu bénéficier de ce programme. Vous avez aussi des infrastructures qui ont été construites, un complexe multisport appelé Agora, à Bobo,
Vous avez l'Agora de Guiglo, de Touba, de Dimokro, qui sont en cours donc, de construction. Une piscine olympique rénovée donc, à Bégerville. Mais vous avez aussi donc, des piscines olympiques qui sont en cours de construction à Bobo, à Yopougon, à Atekoubé, à Makori. Et avec l'institution de formation et d'éducation féminine réhabilitée à Dabou, 4 autres donc en cours donc des réhabilitations à Songon, à Tafiré, etc. Mais tout ça sera rendu public parce que bon, on a eu quand même quelques mois politiques entre juin et septembre et tout le débat tournait autour donc des élections locales. Maintenant que nous sommes sortis donc des élections locales, nous comptons mettre les semaines à venir pour dire exactement ce qui a été fait cette année par les 21 ministères sectoriels qui contribuent au PGGOV. Et surtout, qu'est-ce qui sera fait en 2024 et qu'est-ce qui sera fait en 2025. Donc c'est le lieu pour moi de dire aux jeunes, pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié, les programmes sont en cours. Là au moins je vous parle, nous sommes en cours de recrutement de 16 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national pour des financements allant jusqu'à pour un financement total de 13 milliards de francs CFA pour les aider dans les activités génératrices de revenus. Nous sommes en cours de recrutement de 20 000 jeunes pour accompagner donc l'organisation de la CAN, ce sont des bénévoles. Et plus de 10 100 jeunes sont aujourd'hui ont commencé leurs activités sur l'ensemble du territoire national dans le cadre donc, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre auprès des communes. Tous ces jeunes vont témoigner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et pour dire que cette dynamique d'amplification va se poursuivre en 2024 et en 2025. D'accord. Donc, dire aux jeunes que tout ne s'arrête pas le 31 décembre. Et ça, c'est fondamental. Savoir que ce n'est que la première année d'un programme qui s'étend au moins... C'est un programme triennal et le chef de l'État l'a affirmé dans son discours à la Nation le 6 août dernier. Je vous remercie infiniment, Monsieur le ministre, d'être venu. Mais merci de nous avoir invités, surtout de nous avoir donné l'opportunité d'expliciter un peu certains points sur la loi d'orientation sur la jeunesse, qui est une loi majeure et qui c'est une première dans notre pays. Je vous remercie infiniment. Merci vous l'avez bien compris, nous recevons donc le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeunes de Côte d'Ivoire, bonsoir. Vous voilà informés. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.